3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Herrmann est avec nous. Elle est économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, Nuno Teixeira. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis ICM International. Et Hervé Guez nous accompagne également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de gestion de Mirova. Parlons de l'Europe. Parlons de la situation économique en Europe et de la décision attendue cette semaine de la Banque Centrale Européenne. Alors j'ai mis jamais 203, Evelyne. Je prends un peu d'avance peut-être sur l'idée que la BCE va pouvoir continuer quand même sans doute de baisser ses taux après les 2 premières, la deuxième arrivant donc ce jeudi. Où est-ce que vous placez les enjeux aujourd'hui en matière de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne en zone euro? Quel est votre scénario central? Et quelles sont les conséquences qu'on peut attendre des décisions de la BCE sur la conjoncture européenne à ce stade? Oui, alors vous avez raison, on partage jeudi, c'est probablement plus très une question. Oui. Donc pour nous, la suite pour la BCE, l'enjeu pour la BCE, c'est vraiment de normaliser, voire vraiment normaliser les taux à la même vitesse que l'inflation se normalise en zone euro, parce que ça se fait très rapidement en ce moment. Donc du coup, on s'attend effectivement à une autre baisse au mois de décembre, encore une en mars 2025, mais à partir de ce moment-là, pour nous, l'inflation est déjà de retour à 2%. Donc, ça sera effectivement le moment où la BCE va devoir constater, on est en retard. Là, il faut vraiment accélérer. Et donc, du coup, on attend après 3 baisses consécutives à chaque réunion jusqu'à ce qu'on soit de retour à un taux de dépôt de 2%. Donc au T3. Aujourd'hui, les risques que cette accélération du cycle de baisse se matérialise un peu plus tôt nous semblent plus prononcés. Donc octobre semble quand même très tôt pour la BCE, mais pourquoi pas changer à un rythme une fois par réunion à partir du mois de décembre. Aujourd'hui, on considère que c'est peut-être le risque le plus important par rapport à notre prévision. Au-delà de ça, est-ce que 2%, ça sera la fin pour les taux de dépôt en zone euro? On dira que non. Notre scénario de base est pour 1,5 en 2026. C'est vraiment sous l'hypothèse que déjà, en termes structurels, cette zone euro, elle ressemble beaucoup à la zone euro qu'on avait en 2019. C'est une question qui se pose pas trop pour nous. Pourquoi on devrait avoir des taux neutres supérieurs? Ou c'est une question qui se pose et on ne trouve pas trop la raison de pourquoi. La croissance potentielle de la zone euro ne s'est pas élevée ces dernières années. Non, et l'inflation sous-jacente ou les anticipations d'inflation, probablement non plus. Donc du coup, si on regarde les estimations de la BCE pour les taux neutres réels dans leur revue stratégique, ça s'arrête avant Covid, mais c'était entre moins 1 et moins 2% en taux réel. La cible d'inflation de la BCE n'a pas changé, elle reste à 2%. Si on la croit crédible, on est à des taux nominaux de, disons, 1%. Et les facteurs structurels, donc du coup, l'excédent extérieur qui est quand même très conséquent en zone euro, de retour à des niveaux de pré-crise énergie, la démographie, la trajectoire de productivité, comme vous l'avez dit, le CAPEX, rien n'a vraiment changé par rapport à ce moment-là. Donc du coup, pourquoi les taux neutres auraient changé? Donc on n'a pas forcément une estimation en niveau actualisé, mais en relatif par rapport à cette période-là, on ne voit pas pourquoi en zone euro on aurait augmenté. Donc, de conséquence, on va vraiment une reprise très molle de l'économie réelle en zone euro, insuffisante pour combler l'écart de production négatif. Donc, du coup, un retour à un taux d'inflation en dessous de 2%, une BCE qui va devoir aller devant. Comment est-ce que la BCE va prendre conscience de ce que vous décrivez? Parce qu'à écouter encore certains membres influents, je pense à Isabelle Schnabel notamment, membre du directoire allemande, on sent quand même beaucoup plus de prudence. C'est ça, ouais. C'est la parole d'une banquière centrale, et c'est sans doute aussi son job. Mais on sent que pour Isabelle Schnabel, le risque n'est pas totalement équilibré, ou en tout cas, dans son discours, elle se focalise uniquement sur le risque d'une persistance de l'inflation, dans les services, d'un coût du travail unitaire qui resterait trop élevé pour être compatible avec le retour à 2%. Enfin, tout son discours et son argumentaire est fondé sur ce risque-là aujourd'hui. Comment est-ce que les obstacles vont se lever? Comment est-ce que vous voyez les résistances qui existent au sein de la BCE se lever au fur et à mesure? Déjà, le risque à la hausse sur l'inflation diminue avec chaque donnée qu'on a de la part de la zone euro. Chaque chiffre d'inflation. C'est vrai qu'en glissement annuel,
l'inflation en services reste élevée, mais quand on regarde les composantes individuelles, quand on ignore le tourisme, par exemple, pendant les saisons d'été, il y a quand même une désinflation assez prononcée. Quand on regarde les salaires, oui, en glissement annuel, la croissance reste élevée, mais quand on regarde les nouvelles négociations salariales, il y a quand même une désinflation assez prononcée, surtout quand on regarde la suite de ce qui va se passer en 2025. Quand on regarde les marges de profit des entreprises, également, il y a de la désinflation. Oui. Donc, sur les 3 composantes, on désinflate. En termes de croissance, on n'accélère pas de façon significative. Donc, du coup, les risques, ce bilan de risque de la BCE, il peut rester en vigueur, mais il faut aussi, au fur et à mesure, probablement constater, et la BCE ne va pas pouvoir éviter ça non plus, que ce risque à la hausse sur l'inflation des facteurs liés à la structure du mécanisme de prix en zone euro, il diminue. Et pour nous, au moment que l'inflation est vraiment de retour à la cible ou très proche de la cible, y compris dans le sous-jacent, parce qu'en headline, au total, on y est déjà presque, ça, c'est le moment le plus tard où il va falloir reconnaître que là, il faut normaliser au taux neutre au minimum. On a eu, par exemple, pour l'Allemagne, la 2e estimation d'inflation publiée aujourd'hui. Voilà, c'est le 2% parfait pour l'inflation globale sur un an dans un pays comme l'Allemagne aujourd'hui. Et dans d'autres pays, c'est parfois déjà inférieur à 2%. Comment, après cet exposé, comment vous envisagez la situation de votre côté chez Natixis IM, Nuno, la capacité de la Banque Centrale Européenne à baisser ses taux aussi vite que l'inflation baisse, pour reprendre les mots d'Evelyne. Et plus globalement, comment est-ce que vous voyez un peu le cycle de baisse de taux, puisque la Fed va également entrer dans le jeu, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Oui, les 2 cycles vont être très liés parce que effectivement la BCE ne peut pas se déconnecter complètement de la Fed. Nous, on est plutôt plus prudent que le marché en termes d'ampleur des baisses des taux. On voit 2 baisses de taux pour la Fed et pour la BCE avant la fin de l'année, tout simplement parce qu'on ne partage pas le scénario d'une récession imminente ou probable dans les trimestres à venir. Il nous semble que d'abord le marché du travail aux États-Unis reste finalement assez résilient. Certes, moins de recrutement, mais on n'est pas du tout encore dans vraiment les licenciements nets que certains imaginent. En fait, on est en plein emploi aux États-Unis. Et donc, c'est normal qu'il y ait moins de recrutement parce que les sociétés ne peuvent pas vraiment recruter beaucoup plus. Il y a notamment une catégorie de salariés qu'on dit prime age, qui sont ceux entre 25 et 54 ans. Là, c'est au max. On est au maximum. Donc, c'est là où les sociétés vont en général recruter. Elles ne peuvent pas vraiment aller plus loin. Elles pourraient aller à la marge sur les 2 extrêmes, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a de la productivité en plus aux États-Unis, des gains de productivité assez importants. Donc, pourquoi aller recruter beaucoup? Donc, s'inquiéter de ce type de statistiques nous semble un petit peu compliqué. Et puis, du côté des indicateurs avancés, on voit que les services tiennent bien. C'est vrai que le manufacturier est un peu plus en berne, mais c'est une économie à 80% de services. Donc, ça fait 2 ans qu'il est en berne, le manufacturier. Voilà, donc, les enquêtes manufacturières piquent du nez depuis au moins 2 ans. Voilà, donc la BCE ne pourra pas non plus accélérer beaucoup le mouvement par rapport à la Fed. Donc le frein pour la BCE, vous le voyez plutôt, la Fed va être un frein pour la Banque Centrale Européenne. Sinon, on risque d'avoir à nouveau un euro qui se raffermit. On a quand même profité aussi, je dirais, d'un renchérissement du dollar pendant pas mal de temps. Là, on voit que ça se rééquilibre un petit peu. Il ne faudrait pas non plus que l'euro vienne en plus handicaper la croissance en zone euro. On est quand même déjà dans une croissance... alors, c'est vrai qu'on n'est pas si loin du potentiel, mais il y a des pays qui souffrent, l'Allemagne en particulier. Et puis, il y a quand même aussi des problèmes d'endettement qu'il faut... je ne sais pas si c'est une des dimensions que la BCE surveille, mais c'est vrai qu'il faut financer à la fois la transition énergétique. On a maintenant le rapport de M. Draghi, un de plus, l'ampleur des investissements qu'il faudrait pour remettre à niveau, en termes de compétitivité, l'industrie européenne. Donc, tout ça plaide quand même pour effectivement un scénario de baisse des taux, mais relativement graduel, qui accompagnerait tout simplement cette baisse de l'inflation.
On a aussi la chance d'avoir des matières premières qui sont calmées, donc des prix de l'énergie, de l'électricité, etc., qui vont dans le bon sens. Il reste des services, mais c'est vrai que les services, ils sont un peu plus contraints aussi par le niveau d'emploi qui est plutôt encore solide. Et puis, ils n'ont pas la contrainte extérieure, effectivement, en termes de compétitivité. Comment vous regardez ce cycle de baisse de taux, Hervé, chez Mirova? Et puis, alors on le disait un peu en rigolant, mais c'est vrai qu'il y a les bonnes et les mauvaises baisses de taux pour les investisseurs et pour les marchés. C'est-à-dire qu'il y a des baisses de taux qui permettent d'imaginer qu'on prolonge le cycle, qu'on accompagne la baisse de l'inflation, etc. Et puis, il y a des baisses de taux qui sont parfois délivrées un peu plus dans l'urgence et dans la nécessité de venir au chevet d'une économie qui serait un peu trop fragilisée. Est-ce que vous êtes dans un camp plutôt que dans un autre à ce stade? Non. Après, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai rien d'original à dire par rapport à ce qui a été dit sur le court terme. Enfin, je pense que c'est assez consensuel et attendu maintenant sur les marchés, ces cycles de baisse des taux. Et effectivement, je pense que les paroles dures à droite ou à gauche, c'est un peu des jeux de rôle, mais que fondamentalement, c'est quasiment acté sur la partie de baisse des taux. C'est l'ampleur, disons. C'est l'ampleur et c'est effectivement la question que vous soulevez sur le côté plutôt à long terme. Le point d'arrivée. Le point d'arrivée, etc. Et c'est là où peut-être... clairement, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, j'ai des inquiétudes. C'est-à-dire que la situation ressemble, mais elle n'est pas exactement la même quand même, puisque au global, on a maintenant, au niveau européen, un modèle allemand très exportateur qui arrive à bout de souffle, et je pense pour des raisons structurelles assez fortes. Et donc ça, c'est un élément nouveau. Et c'était l'élément dans la configuration de décision politique européenne qui était un élément bloquant sur les mesures protectionnistes par ailleurs. Puisque quand on a la plus grosse économie européenne qui est un modèle exportateur, on peut imaginer qu'ils ne sont pas très chauds pour mettre des barrières douanières, etc. Et d'ailleurs, on a vu l'Europe annoncer 30% de protection tarifaire sur les véhicules électriques chinois. Je crois que c'était 3-4 jours après, le Canada a mis 100%. Or, au-delà des débats politiques, je pense il y a eu en tout cas pour moi une hypothèse qui est qu'à moyen long terme, on rentre sur un cycle où on va abandonner en grande partie les effets bénéfiques qu'a pu avoir l'Europe sur le modèle exportateur allemand très fort, et qu'on a un mouvement qui est, j'aime pas le terme démondialisation parce qu'on a l'impression qu'on va tout défaire, mais en tout cas où on fera moins, c'est-à-dire qu'à la fois pour des raisons environnementales, sociales, de commerce, on est plutôt sur une phase où les zones vont chercher à relocaliser un maximum d'emplois et d'industrie et de bas salaires. Et donc, on a peut-être quand même les ferments d'une inflation de long terme un peu plus élevée que celle du cycle d'avant, mais pas... une mondialisation moins débridée, c'est ça. Exactement. Et donc, démondialiser, c'est encore une autre étape, et visiblement... Non, bien sûr. Mais en tout cas, il y aura une phase de relocalisation de certaines industries, de besoin aussi de relocaliser pour des questions environnementales certaines productions, et donc que ça, en soi, ça peut être un peu plus inflationniste que ça l'a été par rapport à la période où justement on a fait l'inverse, c'est-à-dire on a plutôt désindustrialisé pour faire venir à bas coût des produits à l'autre bout du monde, et donc que ce mouvement-là, je pense à minima il est fini, voire il pourrait avoir un peu de retour. Voilà, donc sans être inquiet sur le niveau d'inflation de long terme, je n'exclus pas qu'on soit plutôt que d'être entre 0 et 1,5, il n'est pas exclu qu'on soit plutôt entre 1,5 et 3. Ce qui n'empêche pas que les taux courts doivent baisser. Bien sûr. Voilà. Par contre, ce qui peut questionner sur le chemin sur les taux longs, qui lui, me semble-t-il, commence à être pas mal fait. Donc voilà un petit peu peut-être ce que j'allais dire là-dessus. À court terme, qu'est-ce que ça change pour l'investisseur de passer d'une séquence de hausse de taux assez dure, assez synchronisée dans le monde, à un cycle de re-réglage des politiques monétaires? Qu'est-ce que ça implique pour des grands marchés, pour des grandes classes d'actifs aujourd'hui? En tout cas, pour la partie action. Pour la partie action, il y a des phénomènes de court terme, et tu l'as dit, Grégoire, c'est pas la même chose de baisser ses taux parce qu'on rentre sur un cycle de normalisation de l'inflation, où on baisse ses taux parce qu'il y a une récession, il faut faire face à une récession. Donc la récession, il y a baisse des profits, donc les marchés actions vont pas aimer. On rentre sur une phase de baisse des taux
si elle est ordonnée, qu'il n'y a pas de récession, qu'on est sur une économie qui va bien, c'est très positif pour les actifs risqués. Ce sera bienvenu. Le débat, il est un petit peu là. C'est-à-dire qu'il y a un an, on n'aura pas d'atterrissage, économie en surchauffe, après inquiétude sur le hard landing. Maintenant, est-ce qu'on est revenu sur un risque de récession ? Voilà, nous, on a été très ennuyeux. On a toujours plaidé plutôt pour une normalisation politique économique et donc on est plutôt serein là-dessus, mais on voit bien qu'il y a effectivement beaucoup de nervosité et volatilité, puisque chaque chiffre est un peu guetté pour savoir dans quel scénario on va atterrir sur l'économie américaine, puisque c'est quand même l'économie américaine qui donne le là sur ces sujets. Donc c'est plutôt effectivement les chiffres qui vont venir sur le fait que l'économie américaine, tout en ralentissant un peu, se tient bien. Qui va être important plutôt que est-ce que la Fed et la BCE vont baisser de 25 ou 50 BP à très court terme. C'est vraiment le sous-jacent croissance qui compte. Voilà. Ouais. Pour les taux, je pense que ça, encore une fois, c'est acheter le fait que les taux bas vont baisser et vont baisser significativement. Sur les taux longs, je pense qu'une partie... nous, on avait on était à la baisse, des anticipations de baisse sur la partie longue des taux. On commence à arriver sur des niveaux qui nous... Moins agressifs aujourd'hui. 3,70 sur du 10 ans américain, c'est pas value, quoi. Il y a un petit peu de potentiel, mais D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, je sais pas, je reprends les grandes équipes. On voit la courbe américaine revenir à zéro entre le 2 ans et le 10 ans, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Est-ce que ça crée des perturbations aussi sur les marchés ? Il y a eu l'épisode carry trade yen de début août et on a vu dans la foulée des grands indices type Nasdaq, type thématique IA qui ont beaucoup profité et qui ont pu souffrir aussi dans ces moments-là. On voit aussi la vol passer un peu des marchés obligataires vers les marchés actions. Ça aussi, c'est nouveau. On a une volatilité à 20 sur les marchés actions désormais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces changements et la profondeur des changements peut-être dans le régime de marché aujourd'hui, Nuno ? Alors c'est vrai qu'on a eu un peu de volatilité cet été, pas forcément pour de bonnes raisons, comme je l'évoquais sur le marché de l'emploi en particulier. Il y a eu le carry trade qui est arrivé au même moment, donc ça a causé des perturbations. Je rappelle, la Banque du Japon a monté les taux. Hein. Oui, tout à fait. De combien je sais pas, pour 0,15, les mettre 0,15, 0,10, je sais même pas encore. Gros choc. C'est surtout la communication qui n'a pas été forcément très gros choc, quand on a empilé du levier pendant des années sur des positions de carry, oui, ça peut créer des petits chocs, on l'a vu. Tout à fait. Moi, je trouve que ce qui se passe sur le marché est finalement plutôt sain, parce qu'on s'inquiétait quand même au premier semestre de la concentration extrême de la hausse du marché américain sur quelques valeurs. Et on a vu pendant l'été un rattrapage assez sensible de la composante, on va dire, value au sens large, avec des secteurs aussi défensifs, qui finalement a fait toute la hausse des 2 mois d'été, alors que les valeurs de croissance ont fait 0. Donc, qui est un peu de rééquilibrage. Moi, je trouve ça c'est une bonne nouvelle. S'il faut trouver une bonne nouvelle dans ce qui s'est passé sur les marchés cet été, le fait qu'on ait cet élargissement et que le marché soit moins monomaniaque, moins obsessionnel sur cette valeur, c'est une bonne nouvelle. On projetait beaucoup de rêves sur les valeurs liées à l'IA. Il y a toujours des bonnes choses. On l'a vu aujourd'hui avec Oracle, mais disons que il faut peut-être s'attendre à ce que ça soit moins moteur et que le marché s'élargisse un petit peu, ce qui est plutôt favorable de notre point de vue. Alors, dans les années d'élection, on a quand même traditionnellement, je dirais, des mois de septembre-octobre qui sont un petit peu compliqués, ce qui est logique, un peu d'incertitude. Et d'ailleurs, la performance est plutôt un peu moins bonne dans les années d'élection sur le S&P 500 que sur les autres années. Sur ces mois spécifiques. Mais en revanche, le dernier trimestre de l'année, en particulier à partir du résultat de l'élection, c'est plutôt bon. C'est plutôt du 10% sur les 5 dernières années, donc c'est pas mal. La dernière fois qu'on avait eu un dernier trimestre très défavorable, c'était en 2018. Mais finalement, on n'est pas dans une mauvaise configuration pour avoir une performance satisfaisante sur les actions. Pour autant, on a neutralisé notre position action, alors un peu tôt, début août, on était surpondéré jusque-là. Mais le mois de septembre nous donne un petit peu raison. Et en revanche, pendant tout l'été, alors là, on se distingue un petit peu de nos amis de Mirova. On a plutôt continué à allonger la Sensi sur nos portefeuilles obligataires. Et on pense qu'il y a encore du potentiel, tout simplement parce que le couple,
on va dire, espérance de rendement par rapport au risque, nous semble, pour les mois qui viennent, plutôt assez favorable encore sur l'obligataire par rapport aux actions. Donc, neutralité action et un peu plus de conviction sur l'obligataire pour les mois qui viennent. Evelyne, quand vous dites... Alors, vous êtes économiste. Surtout si, je dirais, évidemment, si on a des mauvais chiffres qui font peur au marché, là, clairement, l'obligataire... C'est une bonne couverture. C'est une bonne couverture. Si le marché jouait à se faire peur avec l'idée d'une récession, pourquoi pas, ce serait une bonne couverture d'avoir de la duration sur l'obligataire. Traditionnellement, l'obligataire... disons, se décorrèle des actions quand on passe en dessous de 2% d'inflation. Donc, on a vu d'ailleurs cet été des portefeuilles diversifiés qui avaient énormément souffert en 2022. Dans le petit choc de l'été, on a vu justement que l'obligataire retrouvait cette valeur d'amortisseur par rapport à la baisse des marchés actions. Quand vous échangez avec vos équipes et chez BofA Global Research, les équipes américaines, sur le scénario macro-US, en tant qu'économiste Europe, quelle est la nature des échanges que vous avez justement aujourd'hui, Evelyne? Nous, on est complètement jalouses quand on c'est une situation envieuse, c'est ça? Donc, l'estimation courante là, pour le T3, et il y a encore 2,3% en annualisé sur la variation trimestrielle. On se dit, si seulement on avait une année comme ça en Europe, ça serait bien. Blague à part. Ceci dit, effectivement, mais c'est bien de le rappeler. Ceci dit, oui, voilà. Non, donc, pour notre équipe US, donc, il reste assez optimiste sur l'économie américaine, comme vous avez évoqué. C'est pas une économie qui semble sur le point de s'écrouler. Donc, 3-6 mois, le risque de récession semble relativement limité dans les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Encore pour le T3, actuellement, les chiffres suggèrent un taux de croissance annualisé. Attention, c'est pas la même façon de mesurer, mais au-dessus de 2% pour l'économie américaine. Les chiffres du marché d'emploi ont certes ralenti ou suggèrent un ralentissement, mais comme vous avez vite sur évoqué... la tech, notamment, c'est la tech qui a tendance à licencier. C'est de la façon de laquelle nous, on dirait, on expliquerait ça en ce moment, c'est plus une côté offre. Donc, du coup, il y a une normalisation dans les embauches. On ne voit pas ce licenciement en masse aux États-Unis ou même pas en masse, mais juste un début qui suggérait qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se détruire. Avec l'histoire de la productivité, la question de la pénurie sur le marché du travail, les entreprises américaines ne sont pas en train de se dire il faut absolument que je licencie, que j'allège ma structure de coûts, etc. Non, il paraît que non. Après, pour la productivité, si on a de la productivité, on peut vivre avec les croissances salariales un peu plus soutenues. 4% de croissance des salaires, oui. Productivité, une hausse de productivité, c'est plutôt désinflationniste, on va dire. Donc là, ce que disent nos collègues, ils ont changé leur anticipation de la Fed. C'est une banque centrale qui n'est pas têtue. Quand il y a un changement du rythme dans l'économie, il change aussi rapidement. Je trouve ça plutôt très crédible, comme c'est leur but finalement. Et donc du coup, eux, ils ont changé leur prévision pour la Fed. Ils s'attendent maintenant à 5 baisses de taux consécutives de 25 points de base, vraiment dans l'idée qu'on peut réduire le niveau de resserrement. De restriction. Le niveau de restriction. Donc du coup, on atteindrait un taux de taux directeur aux États-Unis de 4% d'ici début printemps 2025, ce qui va réduire significativement. Or, quand vous regardez les estimations type règle Taylor, ça a tout à ses limites, mais ça suggère quand même que la Fed peut se permettre maintenant de baisser. C'est pas pour arriver à un point neutre, c'est pas pour arriver à un point stimulatoire, loin de ça, mais c'est juste une réduction, parce qu'on sait aux États-Unis, d'ailleurs on sait la même chose, mais les banques centrales opèrent de façon différente, là. On sait la même chose en zone euro, on n'a plus besoin de ce niveau de restriction qui semblait encore adéquat il y a un an. Dans les sujets du moment aussi, alors il y a la Chine. Je ne sais pas comment vous regardez d'ailleurs la question chinoise sans être sur place. Hervé, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure la question structurelle d'une mondialisation moins fluide, plus frictionnelle, moins débridée, etc. On citait le cas de l'Allemagne. Quand je regarde un peu de loin les publications des entreprises qu'on a pu avoir à l'issue du deuxième trimestre, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, qui sont exposées dans leurs activités au marché chinois, que ce soit la consommation, l'industrie, l'auto, etc., elles reportent toutes quand même des mauvaises nouvelles sur cette partie chinoise aujourd'hui. Oui, alors après, pas avec la même ampleur. Alors, c'est ma question. Ce qui se passe sur l'automobile
est très particulier et a des conséquences extrêmement fortes compte tenu aussi du poids. Mais qui se répercute sur nos marchés. Enfin, je veux dire. De l'Allemagne. Enfin, oui. Une part importante de ce qui se passe vient du malaise de l'industrie automobile. Et ça, c'est toujours le problème. C'est que les marchés, on veut tout faire tout de suite et on écrit les scénarios. Et le monde de l'industrie, la vraie vie, ça prend un peu plus de temps. Mais ce qui est en train de se passer sur l'automobile, sans vraiment être pédant, et on n'était pas le seul à le dire, quelque part, c'était un petit peu écrit. C'est-à-dire le fait qu'on passe du véhicule thermique au véhicule électrique était forcément une mauvaise nouvelle pour les gros acteurs automobiles qui ont construit une grosse partie de leur valeur ajoutée et de leur positionnement sur cette technologie du véhicule thermique. Et ça rebattait les cartes du champ concurrentiel de l'industrie automobile, que ce soit avec des Chinois ou des Américains. Donc il y a eu l'histoire Tesla, mais on voit aussi Lucid arriver. Enfin, il y a d'autres types de constructeurs sur le véhicule électrique, il y a eu les véhicules chinois. Et donc, ce qui s'était installé, c'est-à-dire une industrie allemande, que ce soit le positionnement premium des constructeurs que tout le monde connaît, ou des positionnements plus généralistes, du DAS Auto que d'autres connaissent, ça est fortement attaqué. Et évidemment, à partir du moment où les technologies changent, évoluent et des constructeurs se créent, ce marché qui était devenu un des premiers marchés de ces constructeurs, ils sont face à une situation extrêmement... Moi, c'est la vitesse à laquelle ça va, en fait, qui me frappe. C'est-à-dire qu'il y a encore 5-6 ans, même si on avait ces perspectives de transition... Je veux dire, les parts de marché des constructeurs occidentaux et donc allemands en Chine, c'était 2/3 du marché. Ouais, là, c'est déjà divisé par 2. Quoi. Oui. Mais le point d'arrivée était connu. Ce qui est compliqué, c'est de se dire, est-ce que ça va se faire vite, pas vite, quel est le moment. Et puis effectivement, quand il y a un point de bascule et il y a une inflexion, ça peut venir assez vite. Donc on est dans ce moment-là, et je pense que ça, c'est un moment un peu structurel, ce qui ne veut pas dire encore une fois que ces marques vont disparaître, etc. Mais en tout cas, ça va remettre en cause un avantage compétitif, un marché, une potentielle d'exportation de façon structurelle. Sur la partie consommation, luxe, marque, il y a un ralentissement, il y a des inquiétudes, la Chine ralentit, qui a un petit peu de vent contraire. Je suis moins inquiet sur ce positionnement-là que sur le positionnement exportateur industriel. L'émergence de nouvelles marques chinoises sur fond d'un nationalisme retrouvé du consommateur dans le domaine de la beauté, vous dites que ça ne peut pas prendre la même ampleur que ce qu'on voit sur l'automobile. Non, mais ça va pas... je n'ai pas dit que ça n'aura pas d'impact, oui, mais pas la même ampleur. Pas la même ampleur. Pas la même ampleur. D'accord. Pas la même ampleur. Je pense que ce n'est pas un sujet... D'abord, politiquement, économiquement et de façon symbolique, c'est quand même pas la même chose en termes de montant de dépenses que vous faites, en termes d'emploi, d'industrie. Quand vous êtes sur l'industrie automobile, un achat avec les véhicules électriques à 50 000 ou 100 000 euros, et quand vous achetez un bien... même si c'est un carré d'une marque très connue qui est cher, on n'est pas sur les mêmes... On n'est pas stigmatisé de la même manière, parce qu'il y a eu aussi à un moment donné une forme de stigmatisation par le Parti communiste chinois, des signes extérieurs de richesse, notamment sur les véhicules effectivement étrangers. Et puis il y a une montée en gamme aussi de l'industrie automobile chinoise. Enfin, on voit des véhicules qui, peut-être qu'à l'usage, c'est moins brillant qu'une Mercedes ou une Audi, mais qui semble quand même offrir déjà un certain niveau de qualité apparente, en tout cas. Oui. Et donc, je partage tout à fait l'avis d'Hervé. Là, il y a du souci à se faire. Et il y a du souci à se faire aussi dans l'autre sens, parce que même avec du 30% de droits de douane en Europe, ça reste compétitif. L'automobile chinoise reste compétitive. Sur un certain nombre de modèles électriques, effectivement. Donc, double peine. Ouais. À ce sujet, Evelyne, à propos de compétitivité, j'ai noté la semaine dernière dans l'actualité, en une journée, 2 phrases, 2 discours portés par des grands patrons allemands. On a eu le PDG de Volkswagen, alors dans une situation historiquement inédite pour Volkswagen, puisque l'entreprise va sans doute fermer 1 ou 2 usines en Allemagne pour la première fois de son histoire et trahir le pacte avec les salariés de Volkswagen de ce point de vue-là. Non, mais pour montrer un peu l'écho que ça peut avoir en Allemagne, j'imagine. Donc le PDG de Volkswagen nous dit « Nous ne sommes plus compétitifs, c'est fini ». Et le lendemain, le patron de Deutsche Bank, là aussi, grande institution emblématique du secteur bancaire allemand, en l'occurrence, les Allemands ne travaillent pas assez. Nous ne travaillons plus assez en Allemagne, il va falloir
à nouveau retravailler plus. Alors ici, des chiffres d'ailleurs, je crois qu'il dit la moyenne du temps de travail hebdomadaire en Europe, c'est autour de 34 heures par semaine, et les Allemands, visiblement, sont très en dessous aujourd'hui en termes de durée hebdomadaire du travail. Bref. Toujours la même question, mais comme le disait Hervé, il y a un modèle là qui s'est fait dézinguer, quoi. Oui, il y a plusieurs points que je ferai là-dedans. Déjà, c'est intéressant. Donc, je suis macroéconomiste. Ouais. Les entreprises individuelles, je ne commenterai pas. Non. Mais ce qui est intéressant, donc, dans ces... Il parle macro là. Hein. Oui, non, mais ce qui est intéressant dans le fait qu'il y a une très grande entreprise qui considère fermer de la capacité en Allemagne, ça veut dire qu'il y a de la capacité en excédent. Ce qui veut dire qu'on a des capacités non utilisées aujourd'hui, ce qui veut dire que ce qu'on voit en termes d'inflation, ce n'est pas de l'inflation faite à la maison, parce que si on avait tellement d'inflation faite à la maison, on n'aurait pas de capacité qu'on utilise. De surcapacité, oui, bien sûr. Voilà, donc du coup, ça, c'est le premier point que je ferai là-dedans. Il y a des experts qui estiment qu'il y a une trentaine d'usines automobiles en Europe qui tournent sans être rentable. Ça, c'est la première chose que je ferai. Donc, premier point que je constaterai, ça marche très bien avec l'idée qu'on fait face à une désinflation qui est peut-être plus prononcée que ce qu'on voit aujourd'hui encore dans les négociations, parce qu'on est encore en train de rattraper un niveau de salaire réel où on a vu une perte quand même assez conséquente depuis les dernières 2-3 ans. Premier constat. Deuxième constat, c'est également par rapport à qu'est-ce que ça veut impliquer de moyen long terme. Donc, du coup... oui, l'Allemagne a un modèle d'exportation très prononcé, mais la zone euro, au total, reste une zone qui crée un excédent commercial assez conséquent, y compris et surtout l'Allemagne. Donc aujourd'hui, si on discute un retour à la mondialisation ou une recalibration de la mondialisation, s'il y a des marchés, ou si nous, on ferme l'Europe un peu plus pour les exportateurs de l'extérieur de l'Europe, ça va se faire probablement de l'autre côté. De la même chose, bien sûr. Si nous, on a un excédent commercial, l'équilibre général, pour embêter tout le monde avec des termes vraiment économique, l'équilibre général n'est pas du tout évident. Donc, du coup, pour moi, pour une économie qui a déjà des surcapacités et qui porte activement peut-être encore du marché à l'extérieur, c'est des inflationnistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on a eu ce débat je pense à chaque fois qu'on est là. Et la prochaine fois aussi. C'est le moment pour repenser la politique budgétaire et j'aimerais vraiment avoir tort à ce les excédents un jour. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est ça la composante qui nous manque. On a aujourd'hui un modèle qui vient à maturité, il faut repenser. Et de ce point de vue-là, il y a un rendez-vous politique à l'automne 2025 en Allemagne d'importance. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'avant ce rendez-vous, les choses évoluent, si ce n'est à la marge, sur le plan de la stratégie budgétaire de l'Allemagne. Le rapport Draghi, publié hier, a plutôt renforcé encore l'Allemagne dans sa position, Evelyne. Je respecte beaucoup le rapport. Il est très intéressant, ce rapport-là, mais on sait qu'il faut faire des choses en Europe et on n'a pas réussi. Ah oui, La réponse de l'Allemagne, c'était nein. Voilà. Bon, oui, un mot pour répondre à 400 pages. Pas besoin de plus, quoi. D'accord. La réponse venait plus rapidement qu'on peut lire le rapport, probablement. Mais voilà, c'est un peu... donc avant 2025, je pense que c'est dur. Il y a un débat qui est en train de se faire, mais il faut vraiment attendre le résultat de ces élections-là, la composition du Parlement. Est-ce qu'on peut trouver des majoritaires qui sont quand même de 2/3 au Bundestag et au Bundesrat pour pouvoir changer la règle budgétaire? Avec les règles budgétaires en place aujourd'hui, on n'a pas de marge de manœuvre. Le temps politique en Allemagne est parfois long, mais on apprend aussi en France à vivre avec un temps politique un peu différent. Ça vous inspire quoi, le rapport Draghi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que pour un investisseur, ça se regarde? Est-ce qu'on se dit que c'est toujours la même histoire, l'Europe? Le rapport des 5 présidents, alors c'était pas tout à fait il y a 10 ans, c'était il y a 9 ans précisément, j'ai revu. Bon, ça a été déjà écrit à l'époque. Mais... Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit en partie, tout cas en partie avec la partie... La règle d'or budgétaire allemande est un non-sens dans le moment qu'on vit. Donc ça, s'ils pouvaient relâcher la question budgétaire en Allemagne. Mais le problème, finalement, de fond de l'Europe auquel on tourne, c'est ce fameux « nous ». C'est-à-dire, on parle d'un « nous » qui n'existe que institutionnellement, mais peu d'un point de vue économique, marché du travail, etc. Et donc... la vraie grosse difficulté, notamment pour la Banque centrale, c'est qu'on manie des pays qui ont des dynamiques
des structures différentes et des dynamiques différentes. On l'a vu sur beaucoup de sujets. On l'a vu sur les prix de l'électricité, la politique énergétique, on le voit sur les politiques tarifaires, etc. Et donc je pense qu'on est... Donc, de façon un peu provocatrice, on avait écrit un papier il n'y a pas très longtemps en disant, mais finalement, enfin pas très longtemps, il y a quand même 1 an et demi, 2 ans, et on avait écrit, est-ce que l'Allemagne ne va pas être en train de redevenir l'homme malade de l'Europe ? Avec exactement ce positionnement qui était de dire ce modèle exportateur très fort, resserré budgétaire, est-ce qu'il ne va pas être attaqué structurellement ? Mais je pense que s'il y a une bonne chose là-dedans, c'est que ça pourrait remettre tout le monde dans le même bateau. Parce qu'aujourd'hui, on a des intérêts, mais totalement divergents sur la façon de regarder qu'est-ce que devrait être une politique monétaire, budgétaire, industrielle, parce qu'on est, encore une fois, dans une structure économique et des dynamiques budgétaires différentes. Et donc, je pense que c'est cette complexité-là auquel on tourne autour. Et donc, il y a si on peut espérer quelque chose de l'Europe pour revenir sur le rapport Draghi, c'est oui, qu'elle cesse d'être le naïf de ce jeu qui se met en place de mondialisation entre les États-Unis et la Chine. Et cette naïveté est, selon moi, une fausse naïveté, parce qu'effectivement, il y avait un cas particulier, qui était l'Allemagne, qui avait un intérêt évident à ne pas trop soulever le problème entre la Chine qui exporte fortement, les États-Unis qui en mettent des barrières douanières. Nous, on maintient le modèle tel qu'il est, on ne bouge pas. Je pense que l'Europe a forcément besoin de bouger, a besoin de réinvestir sur beaucoup de champs, sûrement pas sur l'exportation de véhicules allemands haut de gamme, ça c'est sûr, mais on a besoin de réindustrialiser, de reconsommer local de façon beaucoup plus forte, de réinvestir sur les nouvelles technologies. L'Europe est quand même... Enfin, on parle de... Enfin, regardez, dans un indice global, pour prendre un exemple, qu'est-ce que représente aujourd'hui... Dans le MSCI World, oui. Non, mais un peu avant l'été, c'est plus vrai maintenant, la capitalisation de Nvidia avait dépassé la capitalisation totale du CAC 40. Oui. C'est pas seulement ça. Quand vous êtes à ce niveau... C'est qu'on n'a pas été capable de créer, effectivement, des sociétés valant plus de 100 milliards... alors que les États-Unis, ex nihilo, on en a quelques-unes qui valent beaucoup, mais qui sont des sociétés déjà assez anciennes, finalement. Sujet des marchés de capitaux, sujet de... Donc, voilà. Donc, le jour où, effectivement, on aura pas un nein, mais un oui allemand en disant on a un sujet de réindustrialisation au global dans l'Europe, de s'attaquer un petit peu, s'il faut en passer par des mesures protectionnistes temporaires, le temps de redévelopper une industrie sur certains sujets, évidemment que c'est quelque chose qu'il faut faire. Est-ce que ça va être fait Oui, j'espère. Pas entre nos mains. Oui, on espère, mais l'espoir n'est pas une stratégie, comme on dit. Une fois qu'on a fait la critique de l'Allemagne, Evelyne, comment vous regardez la situation française sur le plan économique, le niveau d'urgence, la capacité des marchés et des partenaires européens à, adoucir, accommoder un peu peut-être les défis budgétaires auxquels la France fait face aujourd'hui ? Oui, alors, vous avez dit que vous avez écrit ce papier sur l'Allemagne il y a 1 an et demi. Nous, on était dans le relatif France-Allemagne très en faveur de la France depuis, je crois, 2007. Ah, ouais, 2007. Donc, génial. Ça va durer très longtemps. Cette politique année, de l'offre, etc. La France... Cette année, c'était pas une très bonne année. Il y a beaucoup de points structurels qui ont l'air très bien en France, non ? Par rapport à l'Allemagne. En tout cas, il y a le mix énergétique. Il y a justement cette histoire que ce ne soit pas l'automobile qui est le secteur principal de l'économie, que ce ne soit pas la Chine qui est le marché principal, on va dire, pour simplifier, pour la croissance économique de l'économie totale. Il y avait la démographie qui a l'air mieux et de l'autre côté, il y avait cette faiblesse sur les finances publiques qui n'était pas super. Bon. Donc du coup, là, c'était un changement un peu cette année. On a commencé avec donc, du coup, les chiffres de 2023 sur le budget qui étaient révisés à la baisse. C'est devenu un slippage qui s'est traduit dans une trajectoire carrément changée en niveau et ce n'était pas la dernière dans cette direction cette année. Et il s'y ajoute que cette perspective de tout va bien en France par rapport à l'Allemagne était un peu sous l'hypothèse que 2027 est encore très loin.
Donc là, on a un peu tout rapatrié, disons que l'arbitrage entre les fondamentaux économiques qui ont l'air plus sains et la fragilité des finances publiques, D'accord. elle est moins aussi évidente. Je comprends. Je comprends. Elle est plus aussi évidente Oui, oui. qu'elle ne l'était encore en 2023. Oui, oui. Donc c'est de ce point de vue-là. À court terme, nos stratégistes sont plutôt optimistes. Donc du coup, si vraiment on arrive à avoir un budget 2025, très bien. Mais à moyen terme, il y a quelque chose s'est dégradé quand même dans la perspective de moyen terme pour la France aujourd'hui. Bon, petit mot de conclusion, Nuno, Hervé, oui, sur les marchés, quelle est l'attitude là qui vous paraît pertinente dans la situation actuelle à adopter, Nuno? Je pense qu'il faut rester constructif. On a encore de la croissance au niveau mondial et dans les 3%, on est quoi sur 3% de croissance mondiale développée, voilà. Il y a quand même effectivement, on en a parlé assez peu, mais l'hypothèque de la Chine qui a tendance à s'enfoncer quand même. Ah, oui. Alors je ne sais pas si on peut parler de déflation, mais presque. On craint un scénario un petit peu à la japonaise, mais c'est 20% de l'économie mondiale, c'est quand même important. Après, voilà, on rentre dans un cycle de normalisation des taux qui n'est pas défavorable à l'épargnant. Normalement, ça devrait aider et les poches obligataires et les poches actions, donc il faut rester plutôt constructif. Peut-être un peu plus défensif, parce qu'on croit effectivement à un peu ce rééquilibrage vers des secteurs comme l'assurance, par exemple, comme un certain nombre de secteurs qui ont été un peu délaissés. La santé, on reparle de la santé. En tout cas, pour l'Europe. Oui, bien sûr. Voilà, pour l'Europe, je crois que c'est un peu ça qu'il faut essayer de jouer et garder quand même. On ne peut pas éviter la diversification internationale, parce que le marché qui garde les moteurs de performance les plus importants à moyen et long terme, ça reste quand même les États-Unis. Et l'innovation. Bon, oui, un mot rapide sur spécifiquement chez Mirova, là, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui sur les marchés, Hervé? Non, mais le conseil restera toujours le même pour les épargnants. Ne cherchez pas à timer le marché. On est dans une période, on voit bien, environnement politique compliqué, élections qui arrivent, un peu de nervosité, de volatilité. Donc les marchés vont être un petit peu volatiles, ce qui viennent là. Après, le marché financier, c'est des indices. Ça progresse à long terme en fonction des multiples de PE. Il y a des opportunités. En plus, effectivement, c'est un moment qui est intéressant, puisque les taux sont sur des niveaux de rendement qui sont pas trop mal. Dans les actions, on l'a dit, la hausse s'est faite sur beaucoup de secteurs très spécifiques. Il y a beaucoup de valeurs. Donc il y a un champ qui se rouvre quand même. Donc voilà, d'accord. Je dis, mettez pas tout sur le rouge, mais en tout cas, mettez pas tout sur le noir non plus. Il faut rester investi. Et puis quand les marchés deviennent fous et qu'il y a un moins 10%, être capable d'ajuster un petit peu dans ces situations-là, mais pas trop chercher à se dire c'est le moment de tout prendre ou d'être investi à 100% ou de désinvestir la totalité. Ça, c'est des stratégies qui marchent rarement. Oui, l'excès n'est pas bon conseiller, effectivement, quand on investit sur les marchés. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Evelyne Hermann, BofA, Bank of America Global Research, Hervé Guez, Mirova et Nuno Teixeira, Natixis IM.